On est dans la toute dernière ligne droite du championnat de Suisse de football, 33e journée de Raiffeisen Super League au programme ce week-end et peut-être déjà des décisions qui sont tombées ce soir. On va analyser tout cela en compagnie de Steve Guillot au cours de ces 30 prochaines minutes. Bonsoir Steve. Bonsoir Mike. C'est le Money Time. Et là, le Money Time, c'est excitant. Et ce soir, il y a donc effectivement des décisions qui sont tombées, qui vont décider de cette fin de championnat. Oui, alors évidemment, cette défaite de Xamax ne font pas les affaires des Rouges et Noirs, qui étaient dans un très bon momentum. Et puis évidemment, vous perdez contre Xamax, c'est compliqué. En parenthèse, les Zurichois rendent service à leurs voisins de Getse, puisque ce résultat ne crucifie pas et ne relègue pas encore officiellement grâce au père. Et puis de l'autre côté, Thun, qui était sur une série de 11 matchs sans victoire, je pense que par cette victoire qui les amène à 43 points, assure définitivement leur maintien et leur permettra de préparer au mieux la finale de la Coupe Suisse. Ça, c'est donc pour la Raiffeisen Super League. On va voir tout cela dans le détail d'ici quelques instants, mais on ouvre tout d'abord une large page de brac.ch Challenge League, puisque hier, une première décision est tombée, formellement et officiellement. C'est la promotion du Servette FC qui s'est imposé au stade de Genève face au Lausanne Sport devant plus de 20 000 spectateurs. Nouveau record dans la deuxième division de notre championnat. Stevanovic avait ouvert la marque dès la 4e minute de jeu. Ensuite, Frick se fabrique un autogol et ça permet à Lausanne de revenir à un partout. Deuxième mi-temps où on s'est un peu neutralisé, on se disait qu'on allait peut-être s'acheminer vers un match nul et puis finalement Alphonse à la 74e et Emery à la 77e donne la victoire à Servette qui retrouve donc 6 ans après l'élite du football suisse. Steve, c'est parfaitement mérité au vu du travail accompli depuis quelques années déjà par l'équipe dirigeante en place et surtout du travail, de la constance, de la régularité du Servette FC cette saison. Oui, et n'oublions pas Alain Gaguerre qui est arrivé à Servette par la petite porte, qui n'était pas forcément le tout premier choix du dirigeant au départ, qui l'est devenu et qui a fait un admirable travail avec tout son staff. On a travaillé dans la sérénité et cette sérénité s'est transmise sur le terrain. Servette n'a quasiment jamais tremblé cette saison. Un jeu et des fondamentaux solides et vraiment une promotion entièrement méritée du côté des Grenades dans une magnifique fête hier soir au stade de la Praille. Alors ça a été animé, vous l'imaginez bien, au terme de cette rencontre. Je vous propose d'écouter une réaction, c'est celle de l'entraîneur Alain Gaguerre qu'on a recueilli justement hier, vraiment dans le feu de l'action. On l'écoute. Aujourd'hui, une fois que le déroulement du match, la conclusion fantastique, un grand match, des buts, du suspense aussi, et puis beaucoup d'émotions, c'est le football. Il fallait gérer ces émotions avant le match. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute avec Boyan, justement, ces émotions, comment se retrouver. Puis cette envie d'avoir un stade plein comme aujourd'hui pour Genève, c'est fabuleux. Je suis content pour tous nos jeunes, je suis content pour le club et tout le monde a superbement bien travaillé dans cette saison et on méritait cette promotion par le travail qu'on a fait cette année. Voilà donc pour l'aspect sportif de la Challenge League. Maintenant, il faut bosser du côté de Servette pour préparer déjà au mieux la Super League parce qu'il ne faudra pas attendre le dernier moment. L'avantage, c'est que 3 semaines avant la fin, 3 matchs avant la fin du championnat, ils peuvent déjà y penser. Je pense qu'on y pensait déjà depuis quelques temps de toute manière. Mais il y a une bonne détection, on travaille bien à ce niveau-là. Je vous rappelle quand même l'excédent transfert de Nzame qui était arrivé de France en Suisse comme un joueur complètement inconnu et qui aujourd'hui claque des goals en Super League pour IB. On a des bons joueurs, il y a Cognac, on a aussi allé chercher à Lyon, il y a Koné, il y a des bons joueurs, on fait du bon travail à ce niveau-là. Et puis je crois qu'il n'y a pas besoin de faire une révolution, il y a déjà de très bons joueurs, de bonnes bases. Quelques retouches que je me ferai un plaisir de discuter avec Alain Gaguerre, mais je pense qu'il y a 2-3 joueurs à aller chercher pour vraiment faire en sorte que Servette n'ait aucun souci au niveau de l'étage supérieur.
On en parlera évidemment demain dans notre émission L'heure de jeu, puisque Didier Fischer, le président du Servette FC, devrait être des nôtres. Il nous l'a confirmé encore tout à l'heure. Donc on compte sur sa présence demain pour évoquer justement l'avenir de Servette en Super League. Est-ce que Servette sera rejoint par le Lausanne Sport dans l'élite ? Pas sûr, parce que Lausanne a donc perdu hier. Et Lausanne a décidément fait une mauvaise opération ce week-end, parce qu'aujourd'hui, eh bien, son concurrent direct pour la deuxième place, la place de barragiste, le FC Haro, est allé gagner du côté de Schaffhouse. Il y a eu un premier but à la 12e marqué par Zverotic, une égalisation de Tranquillier et ensuite Tazar qui s'infiltre tranquillement dans cette défense de Schaffhouse pour marquer le 2-1 à la 79e minute. Haro gagne donc 2-1 sur la pelouse de Schaffhouse. Ça veut dire, on va le voir tout à l'heure au classement dans le détail ici, mais ça veut dire que Haro passe devant Lausanne. Oui, malheureusement pour un point, malheureusement pour nous romans. Mais maintenant, j'aimerais juste préciser que si on enlevait les 7 premières journées où Haro a fait que 7 matchs, 1 point, et le point il l'a obtenu à la 7e journée contre Lausanne, et qu'on commençait le classement à la 8e journée, Servette aurait 60 points et Haro en aurait 56. C'est vous dire que depuis cette 8e journée, Haro est devenu un client. Haro est extrêmement bien parti, bien lancé dans cette fin de championnat. On va d'abord voir tous les résultats de cette journée de BRAC.ch Challenge League. Donc la victoire hier de Servette, celle de Haro, on a vu tout cela en images. Ville a gagné à Kriens 2-1, Vaduz a battu Winterthur 1-0. Et pour le moment, Chiasso mène face à Rapperswil 2-0. C'est important ce match dans l'optique du maintien en Challenge League pour les Tessinois. Puisque donc au classement, la première place, c'est définitif. C'est pour le Servette FC. Haro passe donc devant le Lausanne Sport. Et puis ce classement ne tient pas encore compte du match en cours de Chiasso, donc, qui pour l'instant mène. Et Chiasso pourrait donc revenir à 2 points seulement de ce trio composé de Rapperswil, Kriens et Schaffhouse. Il restera 3 matchs à jouer. Si on regarde le programme du Lausanne Sport et de Haro, Lausanne va recevoir Schaffhouse. Ce sera mercredi à la Pontaise, s'en ira à Kriens et recevra Vaduz pour terminer. Dans le même temps, Haro reçoit Kriens, va à Chiasso, reçoit Rapperswil. C'est un calendrier équivalent. Il y a un match très piège pour Haro, c'est contre Chiasso qui doit absolument se maintenir et donc par conséquent faire des points. Mais au-delà du classement, moi je pense qu'il est surtout important du côté des Lausannois, ce sera la digestion de ce week-end où vous perdez le derby et surtout vous perdez votre 2e place. Donc il faudra se remobiliser pour continuer de trouver les mots de motivation, retrouver la confiance pour aborder dans les meilleures conditions déjà un match très important mercredi. Ouais. Lausanne joue donc Schaffhouse et Kriens qui doivent se battre pour le maintien. Haro jouera 3 équipes qui luttent pour le maintien, donc ce sera encore extrêmement serré jusqu'à la dernière journée de cette BRAC.ch Challenge League. Donc comme promis, on y reviendra demain avec Didier Fischer, le président du SFC sur ce plateau, et puis un reportage également dans les coulisses de cette promotion puisque Loïc Refait s'est glissé dans ces couloirs du stade de Genève hier soir à l'occasion de ce match. Voilà donc pour la BRAC.ch Challenge League. On passe maintenant à la Raiffeisen Super League. Là aussi, c'est la 33e journée. Et puis, des matchs extrêmement importants, des confrontations directes pour le maintien, pour éviter la place de barragiste pour l'Europe. On commence tout d'abord avec ce match entre Thun et Lugano, Steve. C'est la 3e place qui est en jeu. Quand on regarde le classement, Lugano 3e, Thun 4e. Mais c'est tellement serré qu'il y a même on va dire la crainte. Le spectre du danger d'être barragiste. La crainte de la 9e place. Tout à fait. Mais il est incroyable ce championnat cette année, d'où son énorme intérêt. On se réjouit d'ailleurs de vivre ces 3 dernières journées, 4 avec celle de ce week-end. Mais tout est relancé par les résultats d'aujourd'hui. Il y a une incertitude incroyable. On faisait un tout petit peu en Zurich et Thun des victimes expiatoires pour ce match, parce qu'ils étaient tous les deux dans des momentum très négatifs. Je rappelle, Thun
que Kubilay Turkilmaz, Express Football Suisse, donnait comme potentiel relégué. Aujourd'hui, grâce à cette victoire, s'est maintenu et pourra préparer au mieux la finale de Coupe Suisse. On va voir justement les images en provenance de la Stockhorn Arena avec ce FC Thun qui n'a plus gagné depuis la mi-février, depuis une victoire face au FC Saint-Gall et qui va tout de suite mettre la pression sur Lugano. Dès la 8e minute, ce corner avec Spielmann qui va centrer dans un deuxième temps et la tête de Stillart qui meurt sur le poteau tessinois. Voilà, c'est clairement un premier avertissement pour les joueurs de Lugano et il faut bien l'admettre qu'il y a eu une suite dans cette première mi-temps puisque les joueurs de Thun ont dominé de la tête et des épaules cette première mi-temps, exprimé par un chiffre 72% de possession de balle, donc clairement domination. Une faute ensuite de Mihailovic sur Tossetti qui était largement évitable, inutile et ça va donner un penalty. On a excellent centre de Spielmann et puis Mihailovic, il utilise un tout petit peu ses mains parce qu'il voit que Tossetti lui passe devant. Tossetti joue bien le coup, en tout cas il ne fait rien pour tomber et puis penalty sifflé par l'arbitre. Et c'est Moreno Costanzo qui a la lourde charge de transformer ce penalty extrêmement important. Il vaut de l'or, ce penalty. Il vaut de l'or, parce que ça leur assure carrément le maintien, même si mathématiquement les choses sont encore possibles, mais avec le jeu des confrontations directes, je crois qu'aujourd'hui on peut confirmer qu'il y a une troisième équipe qui est sûre de jouer en Super League la saison prochaine. Il y aura une grosse possibilité pour Lugano en toute fin de première mi-temps avec cette reprise de Maric repoussée par la latte de Guillaume Febvre. Et puis c'est tout, parce qu'en deuxième mi-temps, on s'est parfaitement neutralisé. Thun a bien géré la situation et Lugano a eu énormément de difficultés. Oui, il y a eu fort à l'amour dans les 10 dernières minutes. Les joueurs de Lugano ont vraiment poussé, mais dans un match qui était un peu particulier, il faut le dire, franchement, Lugano m'a déçu aujourd'hui. On avait été habitué par les dernières prestations des Luganais à de bonnes choses et ils ont vraiment laissé la possession de balle. Alors, est-ce qu'ils en ont été privés par les Thunois? Oui, sur un aspect, clairement. Au niveau des duels, les joueurs de Thun ont bousculé et ont gagné la plupart de leurs duels. Et ça, sans Denis Sediger, qui, on le disait en avant-match, manque énormément à cette équipe thunnoise. Alors, Thun renoue enfin avec la victoire. Ça va leur faire beaucoup de bien parce qu'ils commençaient quand même un tout petit peu à douter. On va écouter Miguel Rodriguez, le défenseur central de cette équipe de Thun. Miguel Rodriguez, une victoire méritée mais compliquée. Ouais, c'était très compliqué. Beaucoup de duels, long ballon, donc c'est pas facile à jouer quand même contre eux. Surtout que nous, on était dans une phase négative, 10 matchs sans gagner et puis eux, 10 matchs sans perdre. Donc voilà, et puis on avait à cœur de gagner aujourd'hui chez nous. C'était important et surtout pour le classement aussi, c'est très important pour nous. Donc on est très contents, on a fait un bon match, donc nickel. Alors justement, au niveau du classement, vous avez maintenant 7 points d'avance sur l'actuel 9e. Il reste 9 points en jeu. Vous pouvez véritablement regarder vers le haut. C'est vrai que maintenant, on est peut-être un peu plus tranquille, mais bon, c'est serré. Il reste 3 matchs, 3 finales pour nous, plus la finale de coupe, donc 4. Donc pour nous, on va continuer dans la même optique et même mental. Voilà, Thun qui prépare déjà un petit peu dans un coin de sa tête cette finale de la Coupe de Suisse. Ce sera dimanche prochain face au FC Bâle, mais il y aura d'ici là encore un match de championnat contre le FC Zurich. Lugano, on en parlera largement demain avec son entraîneur Fabio Celestini qui sera donc sur notre plateau. Ce sera notre invité aux côtés de Didier Fischer. Fabio Celestini sera présent sur le plateau de l'heure de jeu. Rendez-vous à 18 h. Soyez présents. Xamax Zurich, c'est l'autre grosse affiche de cette soirée, ce match qui nous a tenus en haleine tout au long de ce samedi soir. Steve Guillot, c'était le match coup près, et Xamax avait la possibilité de passer devant les Zurichois. Xamax avait clairement son destin entre ses mains. Oui, depuis la 5e journée, c'était de quitter cette fameuse place de barragiste. Malheureusement pour les Neuchâtelois, les joueurs de Zurich ont su réagir une fois menés dans cette dernière demi-heure où quand même
Xamax a souffert, même s'il y a quand même, encore une fois, une statistique très parlante. Les Zurichois ont tiré 0 fois au goal en première mi-temps et 3 fois en deuxième mi-temps, dont les 2 goals, donc quasiment un 100% de réussite. Toutefois, il y a quand même d'autres occasions qui sont passées pour un cheveu à côté des buts de Walter. Donc, on avait vu un regain dans cette dernière demi-heure côté Zurichois. On va voir tout cela en images, avec en première mi-temps cette première possibilité pour Neuchâtel Xamax. En fait, en première mi-temps, il n'y a eu que des chances pour les Rouges et Noirs. Ce ballon mis en retrait par Sertic, un peu hasardeux. Brecher qui se loupe un peu, mais Pouloulou n'arrive pas à exploiter cette possibilité. Oui, alors c'est la toute première occasion d'un match qui a commencé très tranquillement. On était vraiment dans un round d'observation. On ne prenait aucun risque des deux côtés. Voilà. 21e minute, le corner tiré par Doudin. Ademi saute plus haut que tout le monde. Il est déjà plus grand que tout le monde. Et là, c'est Brecher qui est tout heureux de pouvoir aller sortir ce ballon. Ademi qui a remplacé Nuzzolo aujourd'hui, ils se sont étaient bien complémentaires avec Pouloulou. Brecher encore sur ce coup franc de Doudin. Tout le monde attendait le centre. Finalement, Charles-André Doudin tente sa chance de loin. Il a bien fait parce que ça a obligé Brecher à un arrêt difficile. 0-0 donc au terme de ces 45 premières minutes. Et puis en deuxième mi-temps, ça va heureusement se décanter. Et du bon côté, dans un premier temps en tout cas, puisque Neuchâtel Xamax va ouvrir la marque. Ça part des pieds de Cambert, une bonne ouverture. Maxeux qui se prend littéralement les pieds dans le tapis. Le centre de Pouloulou. Et Ademi, non sans nous avoir fait un tout petit peu transpirer, ouvre la marque. Il y a eu même le luxe ici de devoir amortir et le mettre tranquillement dedans. Là, à noter quand même la magnifique ouverture de Cambert pour Pouloulou qui utilise sa vitesse pour adresser ensuite un centre à Ademi alors qui est tout seul. Donc, ce n'est pas le but le plus compliqué, mais qu'est-ce qu'il était important à ce moment-là du match. Et c'est le 7e but de cette saison pour Ademi déjà. Scène litigieuse à la 52e minute, cette sortie de Laurent Walter en dehors de ses 16 mètres. Très clairement, Steve, il touche le ballon des mains. Oui, alors ça c'est clair, le ralenti est clair, il le prend sous le bras gauche, il le bloque quasiment entre le ventre et le coude. Et là, le règlement est très clair, qu'il y ait une volonté ou pas de toucher la balle de la main. Ce n'était pas son intention première, mais le jeu a voulu que la balle aille toucher son bras. Normalement, le règlement, c'est une expulsion, malgré le geste de Walter. Il s'en tire extrêmement bien, le portier de Neuchâtel Xamax, parce qu'on a aussi demandé l'avis, en l'occurrence, à Sébastien Page, notre consultant arbitre, qui nous a confirmé qu'il y aurait dû y avoir rouge pour Walter. Une chance pour Pouloulou, ça passe de peu à côté. Et là, c'est le chaos manqué par Neuchâtel Xamax. À partir de l'heure de jeu, eh bien, c'est Zurich qui va prendre les choses en main, qui va évidemment jeter un peu toutes les forces dans la bataille. Une première possibilité pour Kasaï. Ça passe à côté, c'est pas encore extrêmement dangereux, mais c'est annonciateur de ce qui va arriver dans les prochaines minutes. Et on peut regretter l'action de tout à l'heure manquée par Pouloulou. Et à partir de ce moment-là, le jeu devient quasiment exclusivement dans le camp des défensifs de Neuchâtel. Avec cette égalisation, le centre en retrait de Cizey, ils sont deux à la hauteur du point de pénalty pour reprendre ce ballon. Benjamin Cololi et Kevin Rueg. C'est lui, le jeune capitaine du FC Zurich, qui égalise. Cizey n'est pas en position de hors-jeu puisque Hoche coupe le hors-jeu. Et là, l'arme fatale, c'est le centre en retrait de Cizey qui se débarrasse trop facilement de Cambert. Et puis alors Rueg ne manque pas l'aubaine d'ouvrir la marque avec tout petit peu de chance puisque Walter la touche légèrement. À un partout, ce n'est pas encore complètement catastrophique pour Neuchâtel Xamax. Ça le devient à la 84e lorsque Rueg inscrit le doublé et donne la victoire aux siens. Voilà un but qui ressemble étrangement au premier dans sa conception. De nouveau, on part sur le côté droit ou le flanc gauche défensif de Xamax. Là, on peut dire avec un petit peu de chance parce qu'il ne regarde pas où il la met. Mais Cizey arrive à centrer sur Kasaï, une recrue hivernale qui venait des moins de 21 d'IB, qui arrive à la mettre en retrait pour le même Rueg qui frappe et qui nous fait malheureusement penser, Mike, à une situation qui s'est répétée
cette année entre ces deux équipes. On va y revenir dans un instant. Une dernière possibilité quand même pour Xamax, puisque évidemment, on joue le tout pour le tout. L'entrée de Carlon, frappe légèrement trop enroulée qui passe à côté des buts de Brecher. Xamax repart donc battu ce soir par le FC Zurich. Le scénario se répète donc, puisque c'était au mois de novembre, par exemple. Xamax et Zurich avaient fait match nul 3-3, alors que Xamax avait mené 1-0, 2-0. Krietsu avait marqué 2 fois, 2-2. Ensuite, Xamax avait marqué le 3-2 et finalement, Kololi avait égalisé à 3 partout. Et puis, le 17 mars dernier, au Letzigrund, Xamax avait ouvert la marque et avait finalement concédé 2 buts, 73e et 76e. Il y a d'étranges ressemblances entre tous ces matchs. Oui, c'est vrai, c'est récurrent. Xamax arrive mener contre Zurich, mais malheureusement n'arrive pas à passer l'épaule et faire la différence. Donc, des scénarios relativement identiques et malheureux parce que, très honnêtement, s'il avait suffi que Xamax gagne un de ces matchs, et moi, honnêtement, le match à Zurich, il y a 1 mois et demi, le 2-1, mais Xamax aurait déjà dû gagner ce match. Et ce soir, ils peuvent quand même avoir quelques regrets parce qu'il y a cette action juste un petit peu trop décroisée de Pouloulou de la 59e et à partir de la 60e et de la possibilité de Kasaï, le match tourne en la faveur des Zurichois. On peut imaginer l'énervement, alors la déception dans un premier temps, mais aussi l'énervement de Stéphane Henchoz ce soir avec sa défense. Oui, clairement, parce que je pense qu'ils vont faire une analyse vidéo, évidemment, et puis sur les 2 buts marqués par les Zurichois, il y a vraiment du laxisme, un manque de rigueur, un manque d'engagement, de conviction, et puis des placements approximatifs. Donc, je pense que Stéphane Henchoz, en tant qu'ancien international défenseur, je pense qu'il leur fera la remarque et les corrigera. Une réaction en provenance de la Maladière recueillie par Daniel Romano, c'est Charles-André Doudin, le joueur de Neuchâtel. On l'écoute. Charles-André Doudin, en un mot, comment vous définiriez ce match? Déçu, déçu bien sûr. On voulait faire un résultat ici devant notre public, un match très important pour nous. Voilà, je pense que l'entame de la deuxième mi-temps était idéale. On a l'habitude d'être solide. Aujourd'hui un petit peu moins, ils ont réussi à revenir dans le match. Chapeau à eux aussi. Vous meniez, vous avez cherché le deuxième. Finalement, en 7 minutes, il y a tout qui se renverse. C'est quelque chose qu'on a déjà vu notamment au Letzigrund quand vous êtes allé affronter Zurich. Ça se répète. Comment vous expliquez ça? Non, disons on était prévenus. On sait que Zurich a quand même des individualités, une qualité collective qui est bonne. Du coup, voilà, on savait à quoi s'attendre. Maintenant, voilà, je pense qu'on rentre idéalement dans la deuxième mi-temps. On arrive à mettre ce but. Et puis c'est vrai, on a sur 2-3 contre-attaques, peut-être l'occasion de jouer un petit peu mieux les coups. Puis c'est clair, après dans le foot c'est comme ça, on ne met pas le deuxième, eux ils poussent. Puis voilà, sur 2 actions évitables, disons, on prend 2 goals. Voilà, dommage pour nous, tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait mal. Merci beaucoup. Déception évidemment du côté de Neuchâtel Xamax et immense soulagement pour les hommes de Ludovic Magnin. Voici la réaction de Benjamin Kololi. Benjamin Kololi, comme au Letzigrund, vous êtes mené 1-0 et en quelques minutes vous revenez, vous gagnez le match. Comment vous expliquez ça? Ouais, c'est un peu incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. La dernière fois au Letzigrund aussi. Je sais pas, on attend vraiment de prendre une grosse claque dans la gueule pour se réveiller et puis jouer enfin comme il se doit. Et puis voilà, en quelques minutes, on a réussi à renverser la situation. Alors qu'en fait, vous êtes tout à fait capable de produire du jeu, de montrer quelque chose, de tenir 60-70 minutes sur ce rythme-là? Bien sûr, on l'a démontré plusieurs fois. Et puis je pense qu'il faut justement prendre ces bases-là sur la deuxième mi-temps, effacer la première, parce que c'est la première, on était vraiment pas bon, on n'a pas énormément d'occasions. Et puis aborder les prochains matchs de la même manière que la deuxième mi-temps aujourd'hui. Heureusement aussi les changements apportés aujourd'hui, ça nous a vraiment fait du bien. Donc voilà. Ce qui vous fait du bien, c'est ces 3 points surtout. Bien sûr, on peut dire un grand merci à Kevin aujourd'hui qui nous met 2 superbes buts. Voilà, il passe en 8, c'est pas évident déjà. Il arrive, il est en haut en attaque, il nous met 2 magnifiques buts. Franchement, bravo. Merci beaucoup. La victoire donc de Zurich ce soir au stade de la Maladière. C'est l'un des 2 résultats de cette première partie de la 33e journée. Zurich gagne à Neuchâtel et Thun s'impose face à Lugano. Demain, il y aura donc notamment ce Sion-Saint-Gall, Sion, déplacement périlleux pour les Valaisans. Au classement, Thun reprend la 3e place à Lugano et on
peut quasiment le dire, Thun peut vraiment regarder devant et plus forcément derrière. Ça reste très serré, il faudra attendre les résultats de demain pour tirer des conclusions. Ce qui est sûr, c'est que Grasshopper n'est pas encore officiellement relégué puisqu'il y a toujours ces 12 points d'écart, 12 points en jeu pour Grasshopper. Infime espoir encore pour les Sauterelles qui joueront donc demain du côté de Lucerne. Et puis, je vous ai donc parlé de ce match de Sion, du côté de Saint-Gall. Il y aura un nouveau duo d'entraîneurs sur le banc du Kiboun Park, puisque Murat Yakin n'est plus l'homme de la situation du côté de Tourbillon. On retrouvera Christian Tsarmaten et Sébastien Pichard sur ce banc. L'objectif, il est à la fois clair et simple, éviter tout simplement la place de barragiste. Reportage signé Sébastien Clément. On est dans la mouise comme on est maintenant. Il faut retrousser les manches. Et puis quand on retrousse les manches, il faut que je sois là. Christian Constantin veut éviter le pire, à savoir la place de barragiste. C'est pour cette raison qu'il veut créer une nouvelle dynamique au FC Sion. Ce qu'il faut surtout, c'est déjà mettre de l'ordre dans cette équipe. Arrêter de réinventer la roue qui est comme elle est. Ça veut dire que les joueurs doivent jouer dans leurs positions respectives. 2, travailler tous ensemble. Je ne peux pas avoir des types en rentrant de Zurich, ils étaient 7 dans le car parce que tout le monde a eu des autorisations de partir d'un côté et de l'autre, y compris le staff. Donc c'est une affaire de mettre de l'ordre dans la gestion du groupe et mettre de l'ordre sur le terrain. Il faut déjà mettre les joueurs dans leur place, juste. La première fois qu'on a commencé à discuter cette année, c'est après Neuchâtel, quand j'ai travaillé pour remettre Udrekis en numéro 9. Ça nous a donné une bonne série de 4 matchs, 10 points. Et puis maintenant, il faut que... je vais remettre les joueurs sur ce terrain avec Zermi et Sébastien, comme je pense qu'ils doivent être et comme tout le monde pense qu'ils doivent être d'ailleurs. Le président valaisan a donc misé sur Christian Zermatten et Sébastien Bichard pour diriger depuis le banc l'équipe vers le maintien. Mais cela sera surtout aux joueurs de faire le travail sur le terrain. J'espère que la situation touche les joueurs. C'est la meilleure portée des mots, c'est que la situation doit toucher les joueurs. Aujourd'hui, l'honnêteté des mots, l'honnêteté de la situation, parce qu'elle est réelle, on doit être conscient de ça. Et j'espère que ça va permettre aux joueurs de vraiment se responsabiliser et puis tirer tout le monde dans le même sens. Prendre conscience de l'effectif, qui est un effectif qui est de bonne qualité. Simplement, il faut que mentalement on soit meilleur, qu'on soit, on soit prêt à aller vers des échéances qui sont compliquées. Et là, je rappelle, la première, pour moi, c'est Saint-Gall, et puis on doit se focaliser là-dessus. Les joueurs sédunois doivent d'abord prendre conscience de la situation. Une réaction est attendue dès dimanche au Kiboun Park. Sion dans une position délicate. Oui, mais on réagit. Vous avez dit 2 entraîneurs, alors il y en aura 2 sur le banc. Christian Zermatten et Sébastien Bichard, et puis il y en aura certainement en tribune, puisqu'il a dit « je vais mettre les joueurs au bon endroit ». Donc on se réjouit d'être demain pour voir quels sont les véritables changements par rapport à ces derniers matchs. Merci beaucoup Steve Guillot d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc demain pour ce Saint-Gall-Sion très très attendu. Ce sera à partir de 15h30 sur Téléclub. On suivra évidemment tous les autres matchs de cette 33e journée. Et puis à 18h, je vous le rappelle, Didier Fischer, président du Servette FC, et Fabio Celestini, l'entraîneur de Lugano, seront également avec nous sur le plateau de Téléclub. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, à bientôt, bye bye.